Bonjour à tous. Alors, vidéo sur la correction des exercices du chapitre 11 sur le principe d'inertie. Voilà, donc normalement vous avez dû télécharger le cours, vous avez dû l'imprimer, le remplir avec la vidéo et faire les 6 exercices sur ce chapitre-là qui n'est pas très compliqué mais qui est important pour justement préparer la première. Alors, on va commencer directement avec l'exercice numéro 5. Alors, dans cet exercice-là, on a donc des forces exercées sur un glaçon. Ça ressemble un petit peu au cours avec le palais. Et ce glaçon se déplace sur une table horizontale. Comme c'est de la glace, il n'y a pas trop de frottement, voire pas du tout de frottement. Et donc, on vous dit expliquer pourquoi le mouvement du glaçon est rectiligne et uniforme. Donc déjà, il faut dire que le glaçon se déplace. Donc il a déjà une vitesse. D'accord ? Donc, le glaçon a une vitesse. Son mouvement est-ce qu'il est rectiligne et uniforme? Eh bien, on va regarder l'ensemble des forces extérieures. Donc, on s'aperçoit que pour ici, un point C, on a deux forces. On a la force en rouge, on a la force qui est verticale vers le bas. Bon, la flèche n'est pas très droite, désolé. Donc ça, c'est le poids. Et on a la réaction de la table. La réaction de la table, ils ont fait ça pour bleu. Ouais, bleu. On va laisser bleu alors. Et la réaction de la table comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit tout simplement que les deux forces extérieures qui s'appliquent sur le système elles se compensent. Elles se compensent parce qu'elles ont la même direction, elles ont un sens opposé et la même norme. On voit que c'est à peu près la même longueur. Donc elles se compensent. Ah, alors si elles se compensent, là, il y a le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit quoi? Eh bien qu'un système va perdurer, c'est-à-dire qu'il va continuer à être au repos s'il n'a pas de vitesse, et il va continuer à être dans un mouvement rectiligne uniforme s'il a une vitesse. Donc notre glaçon a déjà une vitesse, les forces se compensent, donc d'après le principe d'inertie, on a bien un mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, donc là la clé c'était le principe d'inertie parce que les forces se compensaient. Voilà pour l'exercice numéro 5. Exercice numéro 7. Alors, dans cet exercice numéro 7, il fallait relier un enregistrement. Alors, relier l'enregistrement du mouvement de chaque système ABC à une des affirmations 1 ou 2. Alors, effectivement, donc pour le 1, c'était les forces qui s'appliquent sur le système se compensent ou ne se compensent pas pour le 2. Alors, dans le 1, ça se compense. Et donc, où est-ce que ça se compense? Où est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, tout simplement pour le B. Et là où ça ne se compense pas, eh bien c'est A et C. Alors maintenant vous allez dire, mais pourquoi? Eh bien parce que dans le B, on a un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Donc d'après le principe d'inertie, lorsque vous avez les forces qui se compensent, alors on a un mouvement rectiligne uniforme. Et comment on peut savoir que le mouvement B est rectiligne uniforme? Eh bien, tout simplement parce que les points sont alignés, donc c'est rectiligne, et uniforme parce que l'espace, la distance entre chaque point est le même. Donc le mouvement est uniforme, il va à la même vitesse. Alors que dans les mouvements A et C,
ils sont rectilignes, oui, mais pour le A, c'est rectiligne, et alors ici on commence le A. Alors le A, les points sont de plus en plus rapprochés, donc c'est rectiligne et ralenti. Et pour le C, c'est rectiligne et accéléré parce que les points s'écartent de plus en plus. Voilà, accéléré. Voilà pour l'exercice numéro 7. Exercice numéro 9 maintenant. Alors, dans l'exercice numéro 9, vous avez donc une chronophotographie qui illustre un cycliste. Est-ce que lors de ce saut, le cycliste est soumis à des forces qui se compensent? Ben non. Non, alors pourquoi? À chaque fois en cours je dis pourquoi, mais alors pourquoi ici ça ne se compense pas? On voit bien que le mouvement, il est comment? Est-ce qu'il est rectiligne ou circulaire? C'est un petit cercle. Donc on voit bien qu'il n'est pas rectiligne, pardon. Donc on va dire le mouvement n'est pas rectiligne. Donc s'il n'est pas rectiligne, eh bien le principe d'inertie ne peut pas s'appliquer et donc les forces ne se compensent pas. C'est la réciproque du principe d'inertie. Donc là, les forces ne se compensent pas. Voilà, donc là, dans la fin du chapitre, on étudie un petit peu la chute libre. Lorsque le vélo commence à sauter, du coup, il n'y a plus que le poids qui s'applique. Donc, il n'y a plus que le poids qui s'applique. Donc, le cycliste va tomber et retomber sur le sol, j'espère toujours sur la selle. Voilà. Donc, voilà pour l'exercice numéro 9. Alors, dans l'exercice numéro 11, encore un peu de place, on va pouvoir le faire là. Donc, dans l'exercice numéro 11, qu'est-ce qu'on a? Alors, exercice numéro 11, voilà. Donc, on a là aussi des positions de système A, B, C qui ont une chute verticale. Et il faut identifier pour les situations pour lesquelles le système peut être en chute libre verticale. Alors, la durée en chute verticale, d'accord. C'est le numéro 11. Donc, qui peut être en chute libre? Alors, on voit quoi? Dans le A, c'est rectiligne et accéléré. Dans le B, c'est rectiligne uniforme. Et dans le C, c'est rectiligne et ralenti. Donc, lorsqu'on a une chute libre, évidemment, on va de plus en plus vite. Donc, c'est un mouvement qui est rectiligne et accéléré. Donc, c'est le système A. Voilà, voilà pour l'exercice numéro 11. Alors, avant-dernier, donc là, deux autres exercices un peu plus durs. Exercice numéro 17. Alors, dans l'exercice numéro 17, vous avez donc un corps en chute libre qui est lâché sans vitesse initiale, avec une hauteur de chute Z repérée par un axe vertical mais orienté vers le bas. Et donc, on a une relation Z égale 1 demi de G fois T carré. Voilà, donc ça c'est une formule que si vous allez en spé physique, en terminale, vous allez devoir la redémontrer. Pas très très compliqué. Hein. Vous allez voir la deuxième loi de Newton en première et puis voir les équations de trajectoire en terminale. Donc on peut très bien en seconde vous donner cette équation et puis on va essayer de remplacer comme une équation du style y égale ax plus b ou ax2 plus bx plus c. Vous avez vu ça cette année normalement. Alors, on a représenté différents points.
On sait que le delta t égale 40 millisecondes. Voilà, je note un peu toutes les données du texte. Première question, proposer un protocole expérimental permettant de réaliser un pointage. Eh bien, tout simplement, on lâche une balle devant une vidéo. On fait un lâcher devant une vidéo, ce que vous ferez en TP d'ailleurs, en terminale. En première aussi, bon là je l'ai pas fait parce qu'on était en confinement avec les premières, mais du coup voilà. Et donc la vidéo, on la traite avec un logiciel, donc plus un pointage avec un logiciel, on en a beaucoup à disposition. Pointage avec un logiciel. Et donc ça, il n'y a pas de souci, on peut faire tout ça. Deuxième question, lequel des deux systèmes est en chute libre? Alors, là, lorsqu'on regarde les deux systèmes, hein, M et P, les deux c'est un mouvement rectiligne et en accéléré. Donc il va falloir faire des mesures. Donc on va faire des mesures. Alors, on va calculer par exemple, moi j'ai fait la distance 4, hein, la plus grande, tout simplement. Donc j'ai mesuré quoi? Donc je me suis dit, tiens, quelle est la valeur de Z pour le numéro 4, soit M ou P? Donc j'ai calculé Z de 4. Alors Z de 4, c'est égal à quoi? C'est égal donc à 1 demi de G fois le temps 4 au carré. Alors à quoi ça correspond le temps 4? Donc 1 demi, donc si on fait l'application numérique, fois 9,8, c'est la valeur de G, fois T4. Alors T4 c'est quoi? Eh bien c'est soit M4, soit P4. Mais entre M0 et M1, on a un delta T. Entre M1 et M2, on en a un autre. M2, M3, un autre. Et M3, M4, encore un autre. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 fois, donc 4 fois le delta T. Donc 4 fois delta T, c'est 4 fois 40 millisecondes, c'est-à-dire 40 10 moins 3. Et attention, le tout au carré. Donc si on fait ça, ça fait donc du 0,125 mètres. Parce que là, le Z est en mètres. Et 0,125 mètres, ça fait 12,5 cm. Alors une fois qu'on a ça, 12,5 cm, eh bien, on va regarder et on va mesurer ce qu'on nous donne. Et là, on a une échelle. Donc l'échelle, moi j'ai pris ma règle et j'ai mesuré. Donc pour 10 cm du schéma, ça correspond à 3,7 cm dans la réalité. Dans ma réalité à moi. Non, alors 10 cm dans la réalité, c'est 3,7 cm dans le schéma, pardon. Et nous, ce qu'on voulait, justement, c'est 12,5 cm. Voilà, 12,5 cm. Et donc 12,5 cm, ça correspond à 4,6 cm dans le schéma, sur le schéma. Donc si on part de M0 vers M4, ou si on part de P0 vers P4, on doit retrouver les 4,6 cm. Et effectivement, lorsqu'on mesure M0, M4, on a 4,6 cm. Donc celui qui est en chute libre, c'est bien le système M. Voilà pour cet exercice qui commence à vous préparer à la première SP ou à l'STL si vous vous orientez vers une filière qui va vers de la physique. Voilà. Pour les autres, si vous avez trouvé ça compliqué, c'est normal et c'est pas bien grave si vous n'avez pas réussi. On va finir ce chapitre avec l'exercice numéro 18 et un skater, qui effectue un saut par-dessus un banc. Alors, première question, décrire la trajectoire du skater et la trajectoire de sa planche lors du saut. Alors, on va commencer par la planche. La planche, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Elle continue, elle est donc en... Alors, on dit quoi? On considère que pendant le saut, la planche conserve son mouvement rectiligne uniforme. Donc, décrire la trajectoire de la planche, elle est rectiligne. Trajectoire rectiligne uniforme. Voilà. C'était dans le texte. Donc trajectoire
rectiligne ou trajectoire rectiligne. Uniforme, c'est pour le mouvement. On dit qu'un mouvement a une trajectoire rectiligne et une vitesse uniforme. Voilà. Donc là, on demande juste la trajectoire, donc j'ai dit juste rectiligne. Voilà. Et le skater, alors le skater, lui, il n'a pas du tout un mouvement rectiligne, il a plutôt une trajectoire qui va être curviligne. Alors curviligne, c'est... bon là, techniquement, c'est une genre de parabole, un truc comme ça, voilà. En fait, on dit curviligne si c'est pas rectiligne et si c'est pas circulaire. Là, clairement, le skater, il fait pas un cercle. Donc c'est pas circulaire. Donc, quand on ne sait pas, on dit curviligne. Deuxième question, petit a. Lorsqu'il y a le saut, quelles sont les forces qui s'exercent sur le skater? Donc, sur le skater, pendant le saut, il n'y a que le poids P. Donc, c'est pour ça qu'il fait, d'ailleurs, un mouvement parabolique. Et sur la planche, petit b, donc sur la planche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le poids, effectivement, mais il y a aussi la réaction du sol. Réaction du sol R, qui est une réaction donc normale. Ok. Troisième question. Lors du saut, le skater est-il soumis à des forces qui se compensent? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que P. Donc non, il n'y a que P. Donc, il n'y a que le poids. Et puis en plus, le mouvement est curviligne. Donc quand le mouvement est curviligne, d'après la réciproque, les forces ne se compensent pas. La réciproque du principe d'inertie. Et enfin, dernière question, question 4. La planche est-elle soumise à des forces qui se compensent? Oui, parce qu'on vous dit que le mouvement est rectiligne et uniforme. On vous le dit, on considère que pendant le saut, la planche conserve son mouvement rectiligne uniforme. Donc oui, car le mouvement est rectiligne et uniforme. Et donc ça, c'est la réciproque. Je vais le marquer pour finir. Du principe d'inertie. Voilà pour ces exercices de ce chapitre. J'espère que vous avez compris tout ça. Sinon, vous pouvez toujours me poser des questions sur Pronote sans aucun problème. À bientôt.